Bonjour, je viens vous entretenir d'un sujet fort intéressant, du transport en commun. Aujourd'hui, on connaît bien le métro et l'autobus, mais l'histoire du transport en commun est vraiment intéressante. Ça fait découvrir un côté de Montréal qu'on connaît, qu'on sous-estime probablement, ce qui va permettre le développement de quartiers qui étaient autrefois des banlieues, parfois même la campagne. Et aussi, ça va être très important pour le monde ouvrier, pour les quartiers ouvriers. Car lors de la révolution industrielle, lorsque, par exemple, les usines vont pousser, les quartiers ouvriers qui vont pousser, ça va être surtout dans des lieux proches du fleuve Saint-Laurent, où que le réseau ferroviaire fait jonction avec les installations portuaires. C'est là que va naître la révolution industrielle canadienne. Et on voit comme ici, on est au cœur de Saint-Henri, comme on voit dans l'image. C'est là que vont pousser les habitations, car c'est la période aussi, il y a une migration vers les villes. C'est la période où il y a l'exode rural. Les gens quittent les campagnes, ils viennent vers les villes à la fin du 19e jusque quasiment les années 1930. Et aussi, c'est l'immigration qui vient aussi d'outre-mer également. Les quartiers ouvriers, c'est des lieux densément peuplés. Les gens vont vivre près des lieux de travail. Donc, c'est des univers piétonniers. Hein. Alors, tout est à distance du clocher de l'église. Comme on voit l'église ici, comme d'autres, si vous allez dans les quartiers ouvriers, dès que vous trouvez une église, faites le tour sur vous-même. Vous allez voir la vie de l'ancien quartier ouvrier qui est présent. Vous allez dans Hochelaga Maisonneuve, dans Saint-Henri, ou vous allez dans la Chine, vous allez voir un univers qui est à distance de marche. École, église, lieu de travail, etc. Ben, aussi, quand les municipalités vont naître, c'est à la même période que la révolution industrielle, car Montréal était une seigneurie. Un jour, il va y avoir l'abolition du régime seigneurial et les municipalités vont naître. Et la manière d'attirer des gens dans sa municipalité et de dégager des revenus, c'était d'avoir des usines sur son territoire. Et à Montréal, mais aussi dans les banlieues, qui étaient à l'époque des quartiers comme Hochelaga et éventuellement Maisonneuve, et aussi dans le sud-ouest, la Chine, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, etc. Le tramway va permettre de déplacer des main-d'œuvre jusqu'aux usines. Donc, une usine ne va pas aller s'installer dans un lieu où ce n'est pas desservi. Alors, les municipalités, souvent, font construire, font ériger, payent pour faire ériger justement des réseaux de tramway sur leur territoire pour attirer des usines afin de dégager une prospérité dans leur municipalité. Ici, on a une représentation de l'usine la filature Victor Hudon, qui était dans Hochelaga, dans le coin de Désiré et Notre-Dame. Le transport en commun débute vraiment en 1960, pas 1900, 1861. C'est, comme vous voyez ici, des représentations où on montre que c'était hippomobile. C'était des véhicules tirés par des chevaux. On voit ici l'adaptation en l'hiver. Vous avez un qui est sur roue, l'autre qui est sur des slicks, des skis, en hiver. Au début, en 1861, le réseau n'est pas très étendu. On est dans le Vieux-Montréal, la rue Sainte-Catherine aussi. Éventuellement, vers 1865, 66, on va commencer à atteindre des quartiers comme le plateau Mont-Royal, en montant la rue Saint-Laurent, la rue Berry, en montant la côte. En bas de la côte, qu'on appelle la côte à Baron, qui est la côte qu'on retrouve entre la rue Ontario et Sherbrooke. On disposait souvent d'une paire de chevaux frais. Comme on voit ici dans la représentation, il y a déjà 2 chevaux. Et pour monter la côte, des fois, on en mettait 2 autres. Alors, ça permettait de monter la côte plus aisément. Alors, d'ailleurs, on a quelques représentations de ces animaux-là. Ici, on en voit à 4. Le transport en commun dans les grandes villes où il y a des quartiers ouvriers et des quartiers bien urbains, ben, le transport en commun débute avec des omnibus qu'on disait tirés par des chevaux, des hippomobiles. Et ça n'a pas été le cas à Montréal, mais il y a eu une maladie qui a été très répandue chez les chevaux. L'année m'échappe, je pense que c'était dans les années 1880, où les chevaux étaient grandement malades. Et à New York,
on avait fait sortir des prisonniers, on s'était servi aussi d'itinérants pour tirer les wagons, pour suppléer aux chevaux. Alors, autre époque, autre mœurs. D'ailleurs, en banlieue de Montréal, vous avez le musée ferroviaire canadien, qu'on appelle l'Expo Rail, où on voit à Delson et Saint-Constant, on voit les véhicules qui sont toujours là. Les véhicules qui servaient de premier tramway à Montréal. Donc ici, on voit ici le véhicule d'été et le véhicule d'hiver. Un musée fantastique à découvrir. Euh, Ici, c'est lors de l'arrivée des premiers tramways électriques, on va inaugurer également les arrêts où on va aller se déplacer et se placer où il y a un arrêt prévu. À l'époque, des tramways tirés par des chevaux, à l'époque hippomobile, on ailait le tramway. Donc, on pouvait ailer et le chauffeur arrêtait pour nous embarquer. À l'époque du cheval, ça coûtait 5 sous monter à bord. Donc, c'était pas encore à la portée de la bourse de l'ouvrier. 5 sous vers 1860, c'est beaucoup. Alors, mais ce tarif va être longtemps en vigueur jusqu'au début du 20e siècle. Alors, 5 sous, début du 20e siècle, ça devient plus accessible. Donc, ça va s'adresser davantage à la classe ouvrière. On ne va pas parler encore à cette époque-là de classe moyenne. Le premier véhicule électrique qu'on surnommait le Rocket, qu'on trouve également à Saint-Constant, au musée ferroviaire. Donc, vous avez ici le premier véhicule où c'était à l'électricité. Alors, on montait à bord et il y avait le conducteur. En fait, le conducteur, on l'appelait le garde-moteur. Et aussi, il y avait une personne à bord qui collectait, le percepteur. Donc, il y avait vraiment deux employés affectés à ça. J'ai trouvé cette image, ce qui représente le réseau de Montréal en 1915. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de lignes qui se rendent au nord. D'ailleurs, il y avait plusieurs compagnies à Montréal qui se partageaient le territoire montréalais. Alors, au centre-ville, c'était pas mal la Montreal Street Railway et celle qui allait dans les banlieues, à l'extérieur, comme au bout de l'île, dans l'est, vers Pointe-aux-Trembles. Le circuit qu'on appelait du bout de l'île, c'était la Montreal Beltway. Et celle qui se rendait dans le nord, c'était la Montreal Park and Island, des parcs et des îles. Donc, le nom dans la compagnie indiquait la raison d'être de la compagnie. On amenait les gens à la nature. Hein? Alors, dans les quartiers ouvriers, comme je disais, c'est un monde piétonnier. Alors, les gens qui vivent dans les quartiers ouvriers lors de la Révolution industrielle, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ne possèdent pas de véhicules, ne possèdent pas de cheval, car c'est des choses, c'est des biens c'est des choses qui coûtent très cher. Alors, c'est des gens qui se déplacent à pied. Alors, c'est des gens qui vivent densément dans des quartiers. Souvent, quand il y a des épidémies ou des incendies, ça se transmettait rapidement. Alors, l'arrivée du tramway, ça va être une révolution pour ces quartiers-là. On va pouvoir aller un peu plus loin travailler et aller aussi habiter un peu plus loin, aller habiter dans des lieux où c'est un peu plus sain. Car comme je disais, dans les quartiers ouvriers, souvent, l'insalubrité et les maladies se transmettaient rapidement. On en a discuté aussi. Les usines également, ben c'était essentiel pour avoir une mobilité de main-d'œuvre, d'attirer une main-d'œuvre dans le quartier. Alors, les municipalités avaient besoin d'un réseau de tramway. Et souvent, les compagnies de tramway, éventuellement, ils vont en avoir juste une, la Montreal Railway, qui va finir par absorber les autres compagnies, qui vont agir en monopole. Alors, souvent, les municipalités vont demander d'ériger et payer pour ériger une ligne, un circuit dans sa municipalité. Et les compagnies, souvent, ne vont pas respecter la fréquence du passage des tramways. Ils ne vont pas réaliser le circuit jusqu'à tel endroit dans les temps prévus, vu qu'il n'y a pas d'alternative d'aller à une autre compagnie. Souvent, ben, on renégociait le contrat, l'entente entre la municipalité et la compagnie, et souvent, c'était à l'avantage de la compagnie. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi un jour, on va rendre ça public, on va municipaliser le réseau de transport en commun montréalais en 1951. À l'intérieur d'un wagon,
Hein. Je rappelle que c'était des véhicules qui étaient en bois. Hein. Ici, on voit qu'il y avait un poêle à l'intérieur pour se chauffer. Hein. Alors, habituellement, le côté du poêle, c'était pour mesdames. La bienséance voulait, et la courtoisie, qu'on laisse le côté pour les dames. À l'intérieur de certaines gares aussi, il y avait des salles d'attente pour les dames et pour les hommes. Le four où il y avait chaleur, on le laissait pour les femmes, et les hommes avaient l'avantage d'avoir un crachoir de leur côté. Si vous connaissez l'emplacement sur Saint-Antoine du Palais des Congrès, c'est l'emplacement en partie de l'ancien terminus de tramway qu'on appelait le terminus Craig, qu'on voit ici à l'époque. Donc, c'était un lieu central où les tramways partaient pour aller faire différents parcours, qui a été démoli dans les années 1980. Ici, on voit en 1893, au coin de Craig. Craig, c'est Saint-Antoine maintenant, et à l'angle de Saint-Laurent, on est en train d'installer le réseau électrique, les rails, on est en train d'électrifier le réseau. Donc, vous voyez tout le réseautage qu'il y avait. On ne parle pas des fils électriques. Sur certaines photos, on va voir le paysage de Montréal où il y avait énormément de fils électriques. Aujourd'hui, les fils sont pratiquement tous enfouis, mais à l'époque, le ciel montréalais était pas mal comme des fils d'araignée. Ici, on voit devant la basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. On a un véhicule, début du 20e siècle. Hein, on voit qu'il y a plusieurs véhicules. C'est encore un centre économique, le Vieux-Montréal à l'époque. Aujourd'hui, c'est surtout un lieu touristique, mais à proximité de la basilique Notre-Dame, on retrouvait la plupart des institutions bancaires. C'était leur siège social, la Banque de Montréal, la Banque nationale et bien d'autres. Hein. Alors, le centre-ville. Et au coin de Saint-Laurent et Craig, Saint-Antoine. Et on a un aperçu qu'on, à l'époque, les chevaux coexistaient avec les véhicules, les tramways et tout ça. Et les marchands, les piétons étaient souvent dans la rue. C'est pour ça qu'un jour aussi, le tramway va disparaître. La cohabitation avec les véhicules, les voitures, les automobiles, les piétons et les tramways, car il fallait s'avancer jusque dans le milieu de la rue pour monter à bord du tramway, ce qui était problématique. Hein. Alors ici, on voit le terminus Craig lors de sa démolition en 1980. Alors, mais il nous reste tout de même plusieurs bâtiments qui nous rappellent cette période ici. C'est Folhomme et Avenue Mont-Royal, où on voit l'ancien atelier pour les tramways de Montréal, de la Montreal Tramways. Maintenant, c'est la STM, la Société de transport de Montréal, Folhomme et Avenue Mont-Royal. Alors, c'est un lieu où c'est un garage pour autobus. Arrive aussi à la fin du 19e siècle quelque chose qui va développer le quartier du plateau Mont-Royal. C'est l'arrivée de la gare du Myland, où on retrouve grosso modo la rue, l'angle Bernard et Saint-Dominique. D'ailleurs, cette gare, on avait prévu la faire près de Mont-Royal et Henri-Julien, mais les développeurs fonciers, dont la famille Beaubien, va s'arranger pour que ça soit bâti plus sur leur terre qui leur appartient pour les mettre en valeur. Mais cette ligne de tramway-là qui va aller vers le nord va commencer à agrandir le territoire montréalais, qui va urbaniser le territoire montréalais. Donc, le tramway qui se rend vers le nord, donc, va permettre de changer dire, la vocation de ces villages-là. Le plateau, jusqu'en 1890, on retrouve des paysages bucoliques, on retrouve des fermiers encore. Alors, le tramway va beaucoup changer ça. Il y a des commerces et des industries qui vont arriver dans le paysage. Ici, on est dans la petite Italie. L'image provient d'un ouvrage de M. Bruno Ramirez qui est écrit sur l'immigration italienne. On voit un tramway à l'arrière du paysage sur Saint-Laurent. Et le tramway, il joue un rôle clé aussi dans le déplacement de la population vers le nord de la ville, où c'est un monde rural. Il y avait des gens qui y habitaient, mais c'était un monde rural. Ça devient des banlieues, puis éventuellement des quartiers urbains maintenant. Mais les premières colonies immigrantes italiennes, autrefois, étaient où on retrouve à peu près, grosso modo, le Faubourg Ramlas,
dans le quartier latin, dans le secteur de... On a à peu près l'autoroute Ville-Marie qui passe là. Il y avait la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui était là. Il y avait une église, d'ailleurs, au coin de Berry et Dorchester, qu'on dit maintenant René Lévesque. Bien, c'était un lieu qui est devenu, à cause de l'activité ferroviaire et portuaire et économique, industrielle, qui est devenu, pour dire, impropre à élever une famille. Et c'était une période où les immigrants italiens finissaient par s'établir. On avait des générations d'immigrants italiens qui venaient, ils faisaient leur argent, puis ils retournaient. C'était des hommes célibataires. Et dans Notre-Dame-du-Mont-Carmel, on trouvait beaucoup de pensions. Mais au moment où on commence à avoir des familles, on cherche des lieux plus propres à élever une famille. Donc, on va vers le nord. Et c'est en 1893 que le tramway commence à se rendre jusque dans la petite Italie. Alors, le développement sur Saint-Laurent, qui va se faire dans le Myland, alors va amener les Italiens à quitter Notre-Dame-du-Mont-Carmel, à aller dans qu'est-ce qui va devenir la petite Italie. Hein? Alors, on voit ici une dame qui est à la campagne et les Italiens avaient bougé là-bas parce qu'ils trouvaient ça fantastique d'aller dans le nord parce qu'ils avaient un lopin de terre aussi quand ils s'érigeaient une maison pour faire un jardin. Car un Italien, comme ils disent beaucoup d'Italiens, un Italien ne meurt jamais de faim. Il faut toujours trouver une manière de s'alimenter. Je vous amène à l'extrême nord de Montréal, dans Huntsic. Ça, c'est la gare Huntsic qui existe depuis 1895. Le tramway se rend jusque-là. Et le tramway, la salle d'attente du tramway qu'on voit ici, c'était à l'emplacement, on retrouve le métro Henri Bourassa. Hein? Alors, le métro Henri Bourassa, qui est quand même un endroit assez central. Alors, c'était une petite gare. Alors, le tramway partait de la rue Saint-Antoine, il prenait la rue Saint-Antoine et il prenait ensuite la rue Saint-Denis et il roulait jusqu'à Crémazie. Il bifurquait sur la rue Crémazie et allait prendre une rue qu'on appelle Mélène, qui existe toujours, et descendait la rue Mélène jusqu'à Henri Bourassa et arrivait à cette gare que vous voyez. Et après, faisait le chemin vers l'est jusqu'à Montréal-Nord, jusqu'à la rue Gigi-Gagné, qui est à côté de Saint-Michel. Et c'était la fin de la ligne de tramway. Puis plus tard, il va y avoir une autre ligne de tramway qui va partir de là et aller faire le territoire de Montréal-Nord dans les banlieues. Alors, la gare Huntsic. D'ailleurs, j'ai trouvé cette photo-là. Vous avez le site des archives de la ville de Montréal. Vous pouvez faire un survol pratiquement par décennie de tous les quartiers montréalais par vue aérienne, ce qui est fort intéressant. La gare Huntsic, elle est à peu près ici. Hein, j'ajoute ma souris. Pour ceux qui sont familiers avec le coin, vous avez le pont Papineau ici et l'avenue La Jeunesse. Et vous avez le boulevard Henri Bourassa, qu'on appelait autrefois la rue Perra. Oui, ça s'est déjà appelé la rue Perra à l'époque, comme complètement dans l'Est, qui est demeuré nommé Perra aujourd'hui. Mais il y a une partie qui se nommait, dans son entier, en fait, Perra. Alors, le tramway, il s'en venait par la rue Mélune ici, et qui passait à travers l'actuel parc Huntsic, et il tournait ici, et il s'en allait vers le territoire qu'on appelait du Sault-Récollet. Et d'ailleurs, le conducteur du tramway, d'ailleurs, je vais agrandir l'image, ça va être plus simple. Vous voyez, on a notre petite gare ici. Alors, le tramway, on voit les rails ici. Alors, tourner pour aller prendre Henri Bourassa. Et le conducteur de tramway, quand les gens montaient pour aller dans le Sault-Récollet, par là-bas, le conducteur, il disait, plutôt que de dire monter pour Sault-Récollet, il disait monter pour Sault, monter pour Sault. Pour Sault, c'était un petit cochon. Alors, il faisait des jeux de mots. Alors, oui, les conducteurs de tramway, ils étaient capables de s'amuser au travail. Le tramway au nord de la ville et dans les lieux qui étaient moins urbains était muni du phare à l'avant. Vous voyez ici, chose particulière. Le phare, parce qu'à la campagne, le soir, sur les rails, pouvaient se présenter des animaux de ferme, des vaches, des choses comme ça. Donc, c'était important de se munir de ce que vous voyez ici. C'est le phare qu'on mettait à l'avant d'un véhicule. Alors, à la fin de son quart de travail, le garde-moteur, le conducteur du tramway, décrochait le phare, l'accrochait à la fin de son quart de travail, il le décrochait puis il le ramenait à son bureau, son vestiaire. Et fait, voilà. Et on déneigeait les rails de tramway en hiver. Ici, on voit une scène de déneigement
du tramway. Voilà. Alors, des scènes aussi, toujours dans le nord de la ville, ici, dans Montréal-Nord, ça menait à la gare qu'on appelait Saint-Vincent-de-Paul, car c'est à cet endroit qu'il y avait un traversier pour aller dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Laval. Alors, le tramway. Et le tramway, vous savez, il va déplacer, je disais, les gens dans les quartiers ouvriers vers les lieux de travail, mais éventuellement, il y a les gens qui exploitent les réseaux de tramway. C'est des gens qui vont se dire, bon, on déplace nos gens pendant la semaine. La fin de semaine, quand ils ne travaillent pas, comment on va faire pour leur faire emprunter le tramway, leur faire utiliser notre réseau, pour le rentabiliser la fin de semaine? Ben, c'est des snoraux. Ici, on a une scène à Cartierville, en 1895. Cartierville, qui est un ancien village qui fait partie de l'arrondissement anti-Cartierville, qui est sur le bord de la rivière des Prairies. En 1895, on établit un tramway qui s'en va jusqu'au nord de la ville. Et éventuellement, plusieurs années après, il va arriver, on va créer un lieu d'amusement. On voit ici les gens qui viennent débarquer de la station de tramway à Cartierville, qui était sur la rue Grenet à Cartierville. Et on voit les gens qui sont endimanchés pour aller s'amuser au parc Belmont. Vous avez un certain âge, à peut-être deviner où c'est que je m'en allais. Alors, le parc Belmont, qui existait à partir de 1923 en 1983. C'est une exception, mais en général, en Occident, chose particulière, les gens qui opèrent des parcs d'attractions, c'est aussi des gens qui opèrent des compagnies de tramway. Hein. Alors, c'était l'exception. Mais le parc Belmont, donc, il n'y a pas de lien. Mais néanmoins, une des raisons de l'emplacement du parc Belmont à Cartierville, c'est que c'était desservi par un réseau efficace de tramway qui existait depuis plusieurs années. Alors, le parc Belmont, avec sa belle entrée qui était majestueuse. Et quand je parlais des gens qui étaient dans les compagnies de tramway ou aussi dans les parcs d'attractions, ces gens-là aussi étaient dans un autre commerce d'une énergie qui était relativement nouvelle, l'électricité. Alors, des gens qui s'amusaient dans le manège qu'on appelait le Cynique au parc Belmont. Ah oui, ça, j'ai tiré ça d'un livre d'un monsieur Steve Proulx qui écrit sur l'histoire du parc Belmont, le manège qu'on appelait le Cynique. Son vrai nom était le Cyclone, mais on le surnommait le Cynique lors de sa dernière année en 1983. Il y avait des petites salles d'attente souvent pour prendre le tramway. On se mettait à l'abri, mais la plupart sont disparus. En fait, il en reste juste une à ma connaissance. C'est une représentation qu'on voit là. C'est toujours au nord de l'île. Je vous amène toujours, mais là, c'est dans le quartier Bordeaux, où qu'on a dans le secteur de la prison. La prison s'appelle Bordeaux parce qu'il y avait un village qui s'appelait Bordeaux maintenant, qui a été fusionné à Montréal. Alors, on n'utilise plus ce terme-là. Quoi que je trouve dommage. Je trouve qu'on devrait appeler ce quartier-là Antique Bordeaux Quartier-Ville. Mais c'est vrai que peut-être ça serait long à dire. Ce que vous voyez ici, où j'agite la souris, c'est une petite cabane qui servait de salle d'attente, le tramway. Aujourd'hui, c'est une petite maison. Elle est habitée. On a l'illusion d'optique qu'elle se prolonge à l'arrière, mais en fait, c'est deux bâtiments. C'est vraiment séparé, c'est vraiment deux habitations. C'est vraiment à partir d'ici qu'il y a un bâtiment ici. Et de l'autre côté, là, c'est un autre bâtiment. Donc, c'est vraiment tout petit. Alors, habituellement, les anciennes salles d'attente sont pratiquement tous disparus. C'est pour la prison de Bordeaux, d'ailleurs, on avait érigé un réseau. D'ailleurs, le tramway n'était pas destiné à desservir la population de Bordeaux. Quoi qu'on va le faire, mais la raison première, c'était pour desservir du palais de justice jusqu'à la prison. Alors, on avait construit, pour les besoins de la cause, deux wagons, comme vous voyez ici, blindés, sans fenêtre. Les seules ouvertures étaient sur le dessus, où on voyait il y avait du soleil et de l'air qui passait. Sinon, c'était blindé. C'était quand même des prisonniers qu'on transportait dans ces véhicules. C'est un véhicule qui va être en fonction pendant à peu près une quinzaine d'années. Après, on va procéder en autobus. Ça va être plus simple. Hein. Alors, ici, on a des billets de tramway. Et le tramway aussi va être important aussi pour le commerce. Hein,
la naissance de la rue Sainte-Catherine, la prospérité. Je vous rappelle que l'ancien centre-ville, c'était le vieux Montréal autrefois. Ben, comme on disait tout à l'heure, il devient industriel, il devient moins en moins invitant. Il y a des odeurs, il y a de la pollution, il y a de la fumée. Alors, on déplace des magasins vers la rue Sainte-Catherine avec, par exemple, Morgan, qui va devenir l'abbé, et la bijouterie Burks aussi. Alors, il va pour amener de la clientèle dans ces magasins-là. Le tramway va aussi être un outil exceptionnel pour amener les gens magasiner en ville. Alors, ça va déplacer les gens aussi pour aller travailler dans les magasins ou dans les usines, mais aussi pour le plaisir, la naissance d'un hobby, le magasinage. Quelque chose qui n'existait pas vraiment autrefois, qui était réservé surtout à une classe un peu plus à l'aise. Hein. On va s'intéresser aussi un peu au garde-moteur, hein, à la personne qui conduisait le tramway. Hein. Alors, j'ai eu le privilège de participer dans le quartier antique il y a peut-être une dizaine d'années, même un peu plus, une quinzaine d'années. On avait réalisé une exposition sur l'histoire des tramways et on avait eu un prêt de la STM d'objets, comme on voit ici. Vous voyez que je n'étais pas un très bon photographe. Les photos sont floues, mais ça nous permet de voir quand même quelques objets. On a le couvre-chef du conducteur de tramway. On voit le devant du chapeau, la MTC, la Montreal Tramway Company. À l'arrière du chapeau, il y avait un numéro. Ici, on voit le 1042. C'était une manière d'identifier le conducteur. Si jamais il y avait une plainte, quelque chose comme ça, on pouvait porter plainte contre l'employé et on connaissait son matricule. Vous avez aussi le billet dans la main qu'on voit et le poinçon. Chaque garde-moteur, quand il poinçonnait un billet, ça créait une forme dans le billet, une forme qui était propre à lui. C'était un autre garde-moteur, le poinçon faisait une autre forme. Donc, c'était justement, si jamais il y a un litige avec un client, le transfert est pas bon ou tout ça, ben on peut identifier qui l'a poinçonné cette journée-là. On voit ici un billet pour aller, comme je disais, de la ligne Saint-Denis-Sault, la ligne pour aller vers le nord de la ville. Le conducteur devait toujours, le garde-moteur, respecter un horaire. C'est toujours le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, ici, on voit le garde-moteur avait toujours une montre et une glissoire, un porte-montre qu'il fixait pour avoir toujours l'œil dessus. Hein. Je vous rappelle qu'à une certaine époque, c'est jusqu'en 1973, dans les autobus, car le tramway disparaît en 1959, on rendait la monnaie. Alors, dans les autobus, on avait, par exemple, à gauche, la personne qui se déplaçait dans le tramway avec cette boîte-là pour recueillir les billets pour les gens qui avaient payé. Ou sinon, à droite, pour rendre la monnaie. Il y avait les deux. Il y avait un pour rendre la monnaie et là-dedans, ils mettaient la boîte. Et d'ailleurs, quand on va instaurer le système paye, faites attention à l'acronyme paye, P-A-Y-E, pay as you entered. On paye en entrant. Sinon, les gens payaient avant ça, les gens payaient quand que le percepteur passait parmi eux. Alors, éventuellement, on va changer le système, les gens vont payer en entrant. Alors, des objets de perception. Et tristement, quoi qu'il reste, comme je vous dis, à Saint-Constant-d'Elson, le musée ferroviaire, on retrouve beaucoup d'objets qui nous rappellent ce passé des tramways. Alors, mais quand même, c'est triste à voir ces images-là, car les wagons, les tramways sont en bois et la manière qu'on va en disposer, ben, c'est tout simplement en les brûlant comme ça. Et à Montréal, aussi, les réseaux des rails aussi qu'on retrouve au fur et à mesure, quand on refait les rues, on va enlever les rails. Mais il y a certaines rues à Montréal que les rails sont restés sous le bitume pendant très longtemps. Et quand le sol travaillait, on pouvait voir des fois encore on peut voir encore l'emplacement des rails en raison qu'on les a laissés là, tout simplement. Ici, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a plu. C'est un ami à l'époque qui avait transféré des films Super 8. C'est quelqu'un qui avait filmé ça. C'est du film amateur.
Le grain il est gros, là, alors la qualité, moi, je peux vous le décrire un petit peu au fur et à mesure. C'était la journée du 31 août 1959 où on faisait une parade pour dire adieu au tramway, qui avait fait partie de la vie des gens pendant plusieurs générations. Un tramway qu'on appelait les petits chars.